Si vous habitez à Moulins, vous passez peut-être devant tous les jours le palais des ducs de Bourbon, aussi connu sous le nom de la Malcoiffée. Mais connaissez-vous l'histoire de ce palais ducal? Pour en parler, nous sommes avec Celia Condelo. Elle a rédigé une thèse sur ce palais où elle a fait des découvertes inédites. Alors Celia Condelo, pourquoi avoir décidé de faire une thèse sur ce palais ducal? J'ai commencé par un Master 2 sur les châteaux des ducs de Bourbon, j'en avais sélectionné 6. Et puis finalement, quand j'ai visité le palais ducal de Moulins, donc le château des ducs, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire et que finalement on était dans un château urbain. Donc c'est-à-dire que les touristes, quand ils viennent à Moulins, ils visitent la cathédrale et puis ils se trouvent devant un mur où le château n'est pas ouvert. Et aussi, il n'y avait aucun livre sur le château de Moulins, donc c'est un peu compliqué, surtout quand on est Moulins, ville d'art et d'histoire. La seule ville d'Auvergne à avoir ce label, donc il fallait vraiment faire quelque chose et puis ça m'a passionnée. En fait, j'aurais pas fait de doctorat si c'était un autre château ou un autre sujet. Il a fallu convaincre le département pour que vous puissiez faire votre thèse sur ce château, ou bien est-ce que c'était possible dans tous les cas? Ouais, ça aurait pu être possible, mais j'ai décidé de faire une démarche donc pour avoir une bourse CIFRE. Donc c'est une bourse qui dure 3 ans et qui est délivrée par l'Association nationale pour la recherche et technique de Paris. Et donc j'ai fait cette demande au conseil départemental déjà pour savoir s'ils étaient d'accord. Donc ils m'ont répondu quelques mois après, tant qu'ils regardent un petit peu mon dossier et puis de savoir si c'était vraiment utile. Et puis une fois qu'ils étaient d'accord, on a lancé le dossier, puis ça a été accepté par Paris. Et puis j'ai débuté en juillet 2011 pour 3 ans. Et puis après j'ai eu quelques contrats au service archéologique du département toujours pour terminer. En fait j'ai fini la rédaction en 2015, puis j'ai soutenu le 8 avril 2016. Du coup ça m'a fait une thèse en 4 ans quoi. Donc ce qui est pas mal. Comment s'est passé le travail de cette thèse? Vous étiez directement sur place au Palais des Ducs? J'avais un bureau au conseil du département, un bureau au château. Enfin, ça dépendait des interventions que je faisais. Des fois, j'étais sur le terrain, donc pendant les fouilles. Donc là, j'étais un plein de temps sur les fouilles, ou alors sur le terrain dans le château pour prendre des photos, pour faire des relevés, exhaustifs. Et puis aussi, j'allais dans des archives, donc aux archives nationales, enfin dans tous les endroits qui étaient susceptibles de me donner des informations. Et j'ai visité énormément de châteaux aussi en France, notamment des châteaux royaux et ducaux, pour pouvoir faire des comparaisons. Et c'est ce qui m'a permis de beaucoup avancer là où les textes étaient un petit peu muets. Et donc vous avez fait des découvertes inédites grâce à cette thèse? Oui. Parce que finalement il fallait beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment être à plein temps pendant tout ce temps parce que c'était beaucoup de petits indices. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs du 19e siècle qui ont essayé de faire des petits articles sur Moulins ou qui ont publié des textes médiévaux ou modernes pour laisser la place à plus tard de possibles études. Et c'est vrai que si personne s'est intéressé à Moulins avant, c'est que déjà jusqu'en 1983 c'était une prison, donc déjà difficile d'accès et puis de lecture des bâtiments parce que comme c'était tout enduit, là on lit un peu mieux parce que c'est décrépit au fil du temps, mais il n'y avait pas non plus d'université à Moulins quoi. C'est soit Clermont-Ferrand, soit Lyon, soit Paris, soit Dijon. Donc quand les jeunes partent de Moulins, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop tendance à y revenir. Donc moi je suis originaire de QC, puis j'ai fait une première année à Clermont et ensuite je suis partie à la fac à Lyon. Et quand je suis arrivée à Moulins, moi déjà j'ai visité en premier le château et puis après j'ai visité la ville. Et puis ça m'a beaucoup plu et je me suis installée. Et c'est ce qui m'a permis aussi de bien terminer cette thèse. Ancrons maintenant d'un point de vue historique ce palais des ducs de Bourbon. Ce palais des ducs de Bourbon, donc, il a accueilli des rois. Oui, tout à fait. Dès l'époque de Louis II de Bourbon. Alors c'est un château qui existe déjà depuis le XIe siècle. On n'a qu'une seule mention. Et puis après, les sources sont un peu muettes jusqu'au XIVe siècle. Et fin XIVe siècle, donc là c'est la reconstruction du château par Louis II de Bourbon. Et là on fait un château princier, donc c'est-à-dire qu'on a une circulation assez particulière horizontale avec une grande salle, une chapelle, des oratoires, une bibliothèque, une salle d'études, des galeries, une étuve, donc la salle de bain du Moyen-Âge, donc tout confort. Et ça c'est des choses qu'on n'imagine pas si on n'étudie pas d'autres châteaux ducaux ou royaux au niveau national. Et Louis II, pour situer historiquement, c'est quelle année? En Bourbonnais à partir de 1366, parce que pendant 6 ans il est hôte en Angleterre. Alors on dit otage, mais il est plus hôte princier pour permettre à... En fait, Jean de Lebon avait été fait prisonnier
par les Anglais. Et puis pour permettre son retour, on envoie des ducs ou des personnages importants de France. Et donc Louis II en faisait partie, ce qui montre déjà son importance en France. Et ensuite, quand il revient en Bourbonnais, il fonde un ordre de chevalerie. Et puis il fonde donc ce nouveau château de Moulins, mais aussi d'autres châteaux. Donc il les répare, il les embellit, mais toujours en prenant soin de respecter les ouvrages qui étaient faits avant, les châteaux du XIIIe siècle par exemple. Et j'ai oublié de répondre à votre question sur les rois, mais effectivement, le roi Charles VI, qui est le neveu de Louis II de Bourbon, vient en 1389, et c'est d'ailleurs une des mentions importantes, c'est que quand il vient en 1389, il fait des dons aux maçons de Monseigneur de Bourbon, qui ouvroient au Chastel de Molins. Donc ça fait partie des indices que j'avais pour dire qu'en 1389, le chantier est en cours. Louis XIV était aussi un Bourbon. Est-ce qu'il a eu une importance à Moulins? Alors Louis XIV est venu à Moulins. On n'a pas vraiment les textes. Là, ce serait une recherche à faire. En fait, la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, avait possédé le château de Moulins. C'est-à-dire que depuis Catherine de Médicis, on a tendance à offrir le château de Moulins en douaire des reines de France. Donc c'est un domaine qu'elles utilisent lors de leur veuvage. Et puis, du coup, elles en profitent ou pas. Catherine de Médicis, elle a fait de grands travaux à Moulins, donc ça fait partie des découvertes inédites aussi. Les auteurs du 19e en avaient parlé, de ces travaux de Catherine de Médicis, mais moi j'ai ciblé où il se trouvait, et puis il y a un monsieur aussi qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle Jackie Poppy et qui m'a envoyé des textes où il est mention de réaménagement de Catherine de Médicis au château, et notamment il y a un jeu de paume qui est refait à l'identique, donc qui était entièrement en bois et qui est refait à l'identique en chêne en 1559. Voilà. On qualifie les habitants de l'Allier de Bourbonnais. On a une ville qui s'appelle Bourbon-l'Archambault. Pour quelle raison est-ce qu'on fait souvent cette référence aux Bourbons? Est-ce que c'est parce que la famille des Bourbons est née dans l'Allier? Oui, alors le Bourbonnais, c'est un territoire qui s'est créé presque de lui-même grâce à Aymar de Bourbon. C'est aux confins des diocèses d'Autun, de Clermont et puis de Bourges. Et du coup, aux confins de ces frontières-là, on a créé un petit territoire, donc avec des châteaux, donc qui a eu tendance à évoluer. Donc au début autour de Souvigny, Bourbon, et puis après ça s'est vraiment propagé. Et on a d'abord le Bourbonnais avant d'avoir l'Auvergne. Donc c'est-à-dire que l'Auvergne, on l'a qu'au début du XVe siècle, quand Marie de Berry, donc la seule héritière de Jean de Berry, offre l'Auvergne aux Bourbons par son mariage avec Jean Ier de Bourbon. À partir de Bourbon, on a l'Auvergne, ensuite on a le comté de Forez, ensuite on a le Beaujolais, enfin ensuite ça continue d'évoluer. Mais c'est vrai qu'en premier, on a le Bourbonnais. Donc pour ça qu'il y a même des chauvins qui disent que l'Auvergne devrait s'appeler le Bourbonnais. Bon, du coup, quand on dit Bourbonnais, ça cible l'Allier, quoi, en fait. Maintenant, on est Auvergne-Rhône-Alpes. Et maintenant, on est encore mieux, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on a repris les territoires des Bourbons comme avant. Parce qu'avant, c'était vraiment Auvergne-Rhône-Alpes et Bourbon. Oui, voilà, c'était jusqu'au Beaujolais. Donc c'était quand même un grand territoire et dont la capitale était Moulins en Bourbonnais. Donc c'était pas rien, quoi. C'est vrai que là, ça fait territoire historique. Aura, en plus, c'est très joli comme nom. Donc, moi, ça me va, cette nouvelle région. Très bien. Merci Célia Condézon. On peut aller visiter maintenant. RCF, la joie se partage. Alors là, on est au rez-de-chaussée de la chambre de la Malcoiffée. À l'époque de Louis II, du rez-de-chaussée au deuxième étage, on a une séparation entre une chambre et une garde-robe. Alors une garde-robe, à l'époque, c'est pas une penderie, c'est plutôt un endroit où il y a une petite cheminée, où c'est chauffé. En fait, c'est une deuxième chambre, mais où on peut tout faire, qui sert à tout. Et garde-robe, ça vient de l'anglais Varder-Roba, qu'on voit dans des textes dès le XIIIe siècle. Il y a 2 tableaux. Qui est-ce qui est dessiné dessus? Alors ça, c'est Saint Jean l'Évangéliste qui est à côté de Anne de France. Donc Anne de France, et donc de l'autre côté, on a Pierre II avec Saint-Pierre qui tient la clé.
Et du coup, on a décidé de les mettre. Alors déjà parce que c'est 2 portraits qui sont au Louvre, donc c'est des portraits très colorés. Donc ça apporte un petit peu de couleur dans ces murs qui sont quand même assez austères. Anne de France et Pierre II de Bourbon, donc c'est à la fin du XVe siècle, ils font des grandes constructions à Moulins, donc des agrandissements, mais ils réaménagent aussi le château de Louis II de Bourbon, mais avec beaucoup de respect. Ils font ça très bien. Ils s'imposent juste parce qu'il y a besoin de remplacer quelque chose. Ici, par exemple, la poutre maîtresse qui soutient le plafond a été remplacée en 1490. Donc ça a été daté par dendrochronologie, donc ce qui nous donne la date d'abattage du bois. Et en plus de ça, on peut voir qu'il y a des blasons. Donc ici, à 3 fleurs de lys barrées et de l'autre côté, mi-partie Bourbon-France, et donc qui représente Pierre et Anne. D'ailleurs, on a des lettres qu'on distingue en dessous du blason. Donc on a le P, là, la petite queue du P, et de l'autre côté, il y avait le A, mais bon, il est presque totalement détruit. Et donc ça fait partie des réaménagements dans la Malcoiffée à la fin du XVe siècle, alors que la Malcoiffée est 1400. Sur les tableaux, on voit une sorte d'auréole au-dessus de la tête. C'est référence religieuse? Oui, ça signifie que ce sont des saints. Comme ça, au premier coup d'œil, on voit qu'ils sont protégés par des saints patrons et que ce sont des gens exceptionnels. Et donc derrière Anne de France et Saint-Jean l'Évangéliste, le château qu'on voit derrière, c'est Bourbon-l'Archambault. Donc Bourbon-l'Archambault, en fait, c'est le château dynastique, donc le château très très important des Bourbons. Mais à la fin du XIVe siècle, Louis II, quand il revient bourbonnais, il a besoin de créer une administration, donc sur le modèle des rois de France, donc avec une chambre des comptes et une gestion vraiment qui est à côté du château et qui est en plein cœur de ville. Donc pour ça, il choisit Moulins. Donc il devient la capitale du Bourbonnais, mais Bourbon n'est pas délaissé. Donc Louis II il fait beaucoup de travaux, il y a des grandes salles qu'il rajoute, il fait des travaux dans les tours, etc. Mais Anne de France et Pierre II de Bourbon, à la fin du XVe siècle, et puis Jean II avant eux, font aussi beaucoup de travaux à Bourbon. Ils créent des saintes-chapelles. Enfin, il y en avait une en 1315 et puis ils en font une autre à la fin du XVe. Et donc on déserte pas Bourbon parce que c'est vraiment le château c'est le château qui a donné le nom à la famille. C'est un château qui existait, enfin c'est une place forte qui existait déjà au haut Moyen-Âge. On sait que Pépin le Bref y était au 8e siècle. Dans sa main, il tient un verre. Est-ce que ça peut faire penser au calice, au Graal? Non, pas tout à fait. Là, c'est une coupe spéciale. Après, moi, je m'y connais pas trop en religieux, donc c'est vrai que je sais pas trop. Mais je sais que, par exemple, ce détail, donc cette coupe avec ces serpents qui dépassent, est reprise sur des livres d'école en Amérique. En fait, en Amérique, on aime beaucoup les Bourbons et tout le monde connaît le triptyque de Moulins. Alors qu'en France, il n'y a que les Moulinois qui disent venez voir le triptyque de Moulins, et c'est très dommage et c'est pour ça que nous aussi, enfin en tout cas moi, je vais essayer de faire des conférences en anglais et puis dès que je pourrai aller plutôt en Amérique, essayer de trouver du mécénat parce que ça leur plaît les Bourbons. Et parce que aussi c'est un château, finalement on voit toujours les mêmes châteaux en reportage à la télé, et nous on va essayer de faire des restaurations et puis au moins ça fera un nouveau château, mais qui a une histoire aussi riche que les autres. C'est pas parce qu'on a ici à Moulins, il n'a pas l'esthétique d'un château de la Loire parce qu'il a eu beaucoup de destruction suite à un incendie au XVIIIe siècle, mais il a une histoire vraiment beaucoup plus riche que certains châteaux qui font des milliers de visiteurs par an. Donc nous, on va essayer de travailler sur ça et puis que ça évolue dans le bon sens. RCF, la joie se partage. Donc là, on est au premier étage. Deuxième. En fait, le premier étage n'est pas visitable parce qu'il a été beaucoup modifié au 19e siècle et correspond à des ateliers de prison. Mais on a des petits soucis au sol, donc voilà, et on ne peut pas faire rentrer les visiteurs parce qu'il y a quelques modifications, restaurations à apporter, mais donc on a ouvert le deuxième étage. Et donc là, on voit un oratoire, c'est ça?
Voilà, un oratoire, c'est une minuscule chapelle privée pour les dévotions journalières. Donc ça évite d'aller à la grande chapelle du château. Et donc Louis II peut prier en toute sérénité ici, seul, parce qu'en fait on était très pieux à l'époque. Et tout ce qu'on faisait, on se levait le matin, et tout ce qu'on faisait devait avoir l'aval de Dieu, en fait. C'est plus intime. C'est plus intime. Et donc ici on a 2 travées, donc c'est pas très grand, hein, ça fait 3,50 m de long et je ne sais plus exactement de large, ça fait à peine 2 mètres. Donc c'est très difficile à prendre en photo. Donc là j'ai fait un relevé archéologique et puis j'espère que je vais pouvoir monter une axonométrie, donc ça ce sera dans la publication parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais tous les murs sont relevés. Et Poutre aussi d'époque. Alors là, la poutre qu'on voit, c'est une étais parce que à l'époque de la prison, ils ont bouché la grande porte. Donc là, on est rentré par une petite porte, mais qui n'existait pas à l'époque. C'était sûrement des placards à cet endroit. Et ici, la grande porte, c'est une grande arche en fait qui donnait directement sur la chambre. Et donc, on ne sait pas trop à quoi elle ressemble puisque c'est tout bouché, mais peut-être qu'il y avait des sculptures ou des sortes de réseaux sculptés, comme les 2 baies qu'on a. Là, on a une baie avec 3 lancettes et 3 soufflets, et on a une autre petite baie dans la petite travée où il y avait une fleur de lys. Donc là, on voit que la pauvre a subi les désastres des révolutionnaires, mais bon, on la reconnaît bien, et puis bon, ça peut faire partie des restitutions. Donc là, nous sommes dans les latrines. Alors là, on est dans le couloir coudé qui donne accès aux latrines. Et en fait, contre la Malcoiffée, on a un grand appendice qui vient s'accoler et qui permet d'accéder aux latrines. Donc pour le confort olfactif, on a des couloirs coudés avec plusieurs portes. Surtout au 3e étage, on a 3 portes qui délimitent ça à partir de la garde-robe. Donc ici, on est vraiment très confortable. Et il y avait, dans le château de Louis II, il y avait 3 zones de latrines. Même 4 parce qu'il y en avait une double, et ce qui fait ce qui permet de vivre assez sainement. C'est vrai qu'on a une image du Moyen-Âge où on se dit oui, les gens ne se lavent pas, mais enfin bon, on était quand même plus propre qu'à l'époque de Louis XIV, hein, je tiens à le signaler. Et c'est vrai que c'est des installations, les latrines, voilà, qu'on ne met pas assez en valeur, ou que l'inconscient collectif Et c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une étuve, donc une salle de bain directement dans le château. Mais les gens de la ville allaient dans des étuves publiques, comme c'est le cas dans certaines villes encore. Je veux dire, à Budapest, il y a des thermes, et ben on avait pareil. Nous, c'était plus des étuves avec des cuves, mais nos étuves du château avaient des hypocaustes, donc ça marchait un peu. Les hypocaustes. Les hypocaustes, c'est les systèmes surélevés, donc en terre cuite, qui permet de chauffer la pièce par en dessous. Donc l'étuve est une salle de sudation, mais on y ajoutait, ou si on le voulait, des cuves baigneresses, donc des baignoires pour se baigner. Et ainsi, on avait une salle assez chauffée où on pouvait profiter pour se laver. Et donc du coup, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue santé, vous dites qu'ils étaient propres, mais ils se lavaient régulièrement, tous les jours? Ils se baignaient, ou même s'ils ne se baignaient pas tous les jours, ils avaient des cuves avec de l'eau, et puis voilà, ils se rinçaient. Mais c'était très propre. Et le mythe Louis XIV, donc pas la même époque comme vous disiez, qui se lavait une fois par an, c'est un mythe, c'est une réalité? Oh, c'est presque une réalité. C'est-à-dire que j'ai des collègues modernistes qui ont travaillé sur les systèmes de canalisation à l'époque moderne, donc à Versailles et à Louis XIV. Et puis bon, c'est vrai que dans les textes, on le voit, on fait un grand château, mais on oublie de faire des installations sanitaires comme on le faisait au Moyen-Âge. Donc ils se soulageaient un peu partout, mais c'était une mentalité aussi. Il n'y avait pas que le problème qu'on n'avait pas prévu. C'est intéressant parce que vous parlez de Moyen-Âge en distinguant l'époque de Louis XIV. Louis XIV, donc c'est plus Moyen-Âge. Ah oui, c'est l'époque moderne. En fait, on apprend ça, c'est des époques définies par l'histoire et l'histoire de l'art. Mais à partir du XVIe siècle, mettons à partir de François Ier, on est dans la Renaissance et là on est à l'époque moderne, jusqu'après la Révolution. Donc de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, à peu près. C'est un peu ça. Voilà, ça dépend. Oui, ils mettent dès la fin du XVe le Moyen-Âge. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à le mettre début XVIe parce qu'à Moulins, on est très médiéval jusqu'au dernier duc de Bourbon, même si on a des installations pré-renaissantes ici.
comme la galerie du Muséum de Beaujeu. Donc c'est un des premiers édifices pré-Renaissance en France. Sur cette galerie, on va quand même mettre des médaillons avec des cerfs ailés, des lettres. Tout cela, toute la décoration est très médiévale, mais on a une évolution avec les campagnes d'Italie menées par Charles VIII. Parce que n'oublions pas qu'avant François Ier en Italie, Charles VIII et Louis XII, ils sont aussi allés. Et ça aussi, l'histoire ne nous l'apprend pas forcément à l'école. On passe de Louis XI à François Ier, et c'est vrai que pendant ma thèse, j'ai redécouvert Charles VIII et Louis XII, et ils ont fait, en tant que rois, ils ont fait beaucoup. Et pour l'évolution entre le Moyen-Âge et la Renaissance en France. RCF, la joie se partage. Alors ici on est tout en haut de l'escalier à vis de la Malcoiffée qui dessert la courtine, donc le poste de surveillance. Et on a effectivement sur le calcaire là beaucoup de graffitis gravés, donc de différentes époques. On voit des écritures un peu plus, qui sont un peu plus de notre époque. Là on a 1947, mais on a aussi des choses, là vous voyez, Roux 1706. On a des écritures un peu plus médiévales aussi. Enfin, Moyen-Âge, je l'ai perdu, mais enfin, on a différentes époques qui sont marquées. Et ces écritures, ces dates, elles représentent quelque chose en particulier? Bon, c'est un petit peu comme aujourd'hui, quand on passe à un endroit, on a envie de laisser des traces. Ou comme quand on grave nos initiales dans un arbre avec une date, c'est la même chose ici. Bien, la coursive, qui donne une vue sur Moulins. En face de nous, le Sacré-Cœur. Voilà, le Sacré-Cœur, là-bas le CNCS, le Pont Rouge-Mort. Mais en fait, à l'époque de Louis II de Bourbon, donc c'est la grande courtine, donc il y avait des grands créneaux. Donc ici, il y a le vestige d'un grand créneau. Et en fait, les autres ont été démontés parce que c'était un petit peu dangereux. Comme c'est du grès de Coulandon, c'est une pierre qui est presque vivante parce que qui s'altère beaucoup. Et du coup, c'était un petit peu dangereux, donc on les a démontés, mais on espère pouvoir les remettre un peu tout ça avec son prestige médiéval. Et d'ici, on pouvait surveiller toute la plaine qui va jusqu'à Souvigny-Bourbon et puis de l'autre côté. En fait, on pouvait surveiller 3 points cardinaux, donc l'ouest, le sud et l'est. Et donc, au nord, il y a la Malcoiffée qui gêne, puisqu'il reste encore un étage de comble. Et en fait, le relais de Gué, parce que c'est quand même un château qui est construit pendant la guerre de 100 ans, était repris par une courtine et puis une tour carrée au nord, donc là qui n'existe plus. Mais donc qui se dirigeait du côté de la cathédrale. Donc le but c'était de surveiller qui exactement? Les Anglais, les Bourguignons. Mais bon, c'était il faut quand on a un château, il faut une grande tour, il faut un poste de surveillance. On va dire c'est un cahier des charges obligé de l'époque, mais c'est vraiment une grande courtine. Les Bourguignons étaient opposés aux Bourbonnais. Oui, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, donc début 15e, ils sont du côté des Anglais. Et notamment à une certaine année, je crois que c'est 1407, mais je ne suis plus sûre du tout. Ils ravagent le faubourg des Carmes, donc c'est le faubourg qui est au sud, donc du côté du Lyonnais. Mais ils n'arrivent pas à rentrer dans l'enceinte de la ville, parce qu'on a le château qui fait partie intégrante de l'enceinte de la ville et une enceinte qui est restaurée tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, il y a un impôt, une taxe assez importante qui est prélevée sur tous les habitants de Moulins. Donc on est citoyen de Moulins au bout d'un an qu'on habite dans la ville haute, parce qu'en fait il y a vraiment une ville haute et les faubourgs. Et ceux qui sont dans la ville haute sont assez protégés, c'est-à-dire qu'on a des portes pour y accéder, qu'on peut facilement fermer en cas d'attaque. Et on a cette muraille qui est très résistante puisqu'elle est restaurée tous les ans. RCF, la joie se partage. Alors donc là on est revenu au rez-de-chaussée, on est dans quelle salle? Alors ici on est dans le grand corps de logis d'Anne de France, donc c'est une construction de la décennie 1490 et donc ce grand corps de logis a été construit directement dans le prolongement de la Malcoiffée, donc de la grande tour du château de Louis II. Et on a même créé des communications avec la tour, donc du rez-de-chaussée jusqu'au 2e étage. On a toujours ces portes de communication mais qui sont aujourd'hui bouchées. Parce qu'en fait, le grand corps de logis, comme vous le constatez, a perdu ses étages, puisque en 1755, lorsque le château appartient au duc de Condé, il y a un incendie chez un particulier, puisque le château était sous-loué. Et cet incendie se répand dans les charpentes, du côté de la Malcoiffée,
puis retourne encore dans le grand corps de logis jusqu'à la chapelle Saint-Louis. Et ici, ruine toutes les charpentes et tous les planchers du grand corps de logis qui s'effondrent. Et du coup, on se retrouve avec un petit peu un squelette du grand corps de logis, donc, où il nous reste la façade occidentale qui domine les jardins bas, qui à l'époque étaient les douves. Les jardins étaient l'îlot d'à côté. Et ensuite, la façade sur cour, donc, où il y avait la cour d'honneur. Pendant cette thèse, donc, on a pu avoir accès à des échafaudages, des nacelles, etc. et étudier finement la sculpture qui était sur les façades, ce qui a permis de faire des découvertes inédites, notamment la présence de personnages ou d'allèges sculptés, qui étaient vraiment... il y avait un programme époustouflant, mais on a du mal à s'en rendre compte maintenant. Et en fait, par comparaison, donc ici on est dans un grand corps de logis qui est vraiment... comparable aux grandes constructions du château d'Amboise de Charles VIII. Mais c'est pareil, les constructions d'Amboise de Charles VIII, il n'y en a plus beaucoup qui sont en place encore. Ce château a eu beaucoup de destruction également. Alors du coup, le meilleur comparatif qui nous reste, c'est l'aile Louis XII de Blois, donc qui elle est en brique, contrairement à nous, mais qui a aussi beaucoup de sculptures sur les larmiers des fenêtres, des petits personnages. Mais en tout cas, déjà de se rendre compte et d'étudier tout ça et de le faire partager, puisque ce sera publié, ça va pouvoir déjà avoir un complexe d'infériorité un peu moindre, parce que c'est vrai qu'à Moulins, on a l'impression d'avoir un château qui n'est pas très beau face au château de la Loire. Enfin bon, j'irais quand même jusqu'à dire que le grand corps de logis de France était quand même peut-être plus beau que l'aile Louis XII de Blois. Mais ça n'engage que moi. C'est les découvertes que j'ai faites qui m'ont appris cela. Pour conclure, un bilan sur vous, vos perspectives d'avenir Eh bien... aux États-Unis, c'est ça? Oui, enfin là, c'est pas pour tout de suite. C'est faire un cycle de conférences. Oui, ça, ce sera pour attirer les mécènes, mais ce sera peut-être plus tard, parce que d'abord, il faut que je sorte mon bouquin. Donc la première monographie sur le château médiéval, et puis de l'époque moderne. Donc là, ça va me demander beaucoup de boulot de chapitrage, parce que un exercice de thèse ne convient pas forcément à la publication. Donc là, il faut retravailler beaucoup. Donc Il va vous falloir combien d'années? Ce sera publié dans les 2 ans. Je ne veux pas dépasser ce stade parce que déjà les gens ont le droit de savoir et puis moi j'ai hâte de faire partager. Point pratique pour les auditeurs, s'ils ont apprécié cette visite radiophonique, pour voir ce palais des Ducs de Bourbon en vrai, comment est-ce qu'il faut faire? Alors les billets sont à prendre au musée Anne de Beaujeu, donc qui est juste à côté du site de la Malcoiffée. Et puis après, il y a des départs, il y a plusieurs visites dans la journée, et donc ils peuvent venir à ce château, donc où ils découvriront la Malcoiffée des sous-sols jusqu'à la courtine, et puis un petit peu du grand corps de logis. Ils apercevront aussi les fouilles qu'on a fait en 2011-2012. Puis voilà, et puis toute cette exposition qui est amenée à être permanente est amenée à évoluer souvent, donc avec des compléments qui seront issus de ma thèse ou autres. Et voilà, je souhaite une bonne visite à tous ceux qui viendront.